Il se laisse embarquer dans cette tendance sociale, qui n'est pas absolument mauvaise, hein, mais qui en tout cas ne lui correspond pas, eh bien il va vivre ce Minotaure enfermé dans le labyrinthe, mis à mort et coupé de son essence réelle. Tandis que la science reste l'explication principale de la plupart de nos contemporains, nous avons encore énormément besoin de la magie du taureau, de cette magie qui est capable de réenchanter un monde rendu prosaïque. Les taureaux, dans la première partie de leur vie, en général jusqu'à 35-40 ans, vivent naturellement cet élan printanier, cette plénitude de l'instant, cette plénitude des relations, cette plénitude de découvrir la sensorialité, la beauté, la plénitude de la vie. Et puis, ils rentrent dans une deuxième phase à partir du moment où ils ont des responsabilités professionnelles, souvent aussi des responsabilités familiales, et le taureau à ce moment-là se place dans une position de protecteur, dans une position de celui qui doit maintenir, de celui qui doit être là pour que les choses perdurent, pour que les choses puissent croître, que les enfants puissent se développer dans des conditions aussi paradisiaques que possible. Dans cette deuxième phase, souvent, le taureau devient plus contrôlant. Il devient plus attentif aux petits détails, il devient plus attentif à sécuriser chaque partie de son pré que dans une première partie de vie, il explorait plus tranquillement, plus naïvement. Et souvent, dans cette deuxième partie de vie, eh bien, le taureau perd une partie de sa magie par une forme de rigidification. Il oublie par un sens du devoir souvent très aigu la magie qu'il savait vivre dans la première partie. Mais heureusement, pour beaucoup de taureaux, ils se rendent compte qu'en fait, leur rôle de protecteur, leur rôle nourricier, est un rôle qu'ils font en partenariat avec la vie, en partenariat avec le divin, en partenariat avec la providence, et que du coup, ils peuvent remplir ce rôle en contrôlant beaucoup moins que ce qu'ils ont fait. Et quand ils rentrent dans cette sagesse, eh bien, ils retrouvent la vigueur de la résurrection, ils retrouvent la vigueur de ce qu'ils avaient étant jeunes, mais s'y ajoute une sagesse, s'y ajoute toutes les connexions spirituelles que le combat qu'ils ont mené pendant la deuxième partie a construit. Ils ont dû se battre contre des adversaires physiques, spirituels, intérieurs, et donc la magie fraîche, la magie de la jeunesse qu'ils avaient d'abord, va se développer sur un plan plus profond, plus symbolique, un petit peu plus philosophique, et qui va nous toucher plus profondément. On a ça dans toutes les personnalités qu'on verra dans cette vidéo, alors notamment George Lucas, dont on va parler dès la première partie, Sam Huygens, Andy McDowell, Marc Aurèle, l'empereur qui était philosophe, Rabindranath Tagore, Johann Brahms, le maître Philippe de Lyon, Mahananda Moyi ou Swami Muktananda, tout ça ce sont des exemples formidables de taureaux supérieurs, et nous verrons 6 conseils qui m'ont été donnés par des personnes taureaux que j'ai interrogées, j'ai fait quelques échanges, j'ai demandé à mes amis taureaux de me donner les conseils qu'ils donneraient à d'autres taureaux qui n'ont pas leurs expériences, et puis les amis que je connais sont des personnes qui ont une vie intérieure, qui ont une spiritualité, et donc ils ont pu me donner vraiment les 6 conseils majeurs, les 6 conseils que vous voudriez avoir eu pour ceux qui sont déjà des taureaux expérimentés, et que peut-être vous n'avez pas encore pris pleinement en conscience. Donc nous allons les voir tout de suite. Et premier conseil que m'ont donné les amis taureaux expérimentés, eh bien, c'est de porter sa prairie en soi, mais de laisser l'intuition montrer de nouveaux chemins. La progression, l'évolution du taureau se fait par cercles concentriques, où donc il y a cet endroit, ce refuge, ce doudou on pourrait dire, qui est cet endroit de sécurité, cet endroit connu, cet endroit vibrant, émotionnel, familial, amical, de cœur, qui est ce rythme lunaire qui berce le taureau, qui le recharge, qui le rassure. Et donc ça, on peut appeler ça la prairie du taureau. Il en a besoin, il doit cultiver ça, il doit grandir avec ça. Et c'est là qu'il y a la nuance, c'est-à-dire que
cette stabilité du centre émotionnel, du centre de référence des racines du taureau, ne doit pour autant pas entrer dans une fixité totale, mais doit procéder comme le tronc d'arbre par élargissement saison après saison. Il y a donc deux options antagonistes pour notre ami taureau. Soit il accepte volontairement de se faire un petit peu violence et de partir régulièrement dans une aventure de croissance, dans un dépassement de soi, soit, comme on va le voir dans cette partie avec le cas de George Lucas, eh bien, la vie va lui mettre un stop brutal qui va l'obliger, par la force des choses, à se reconfigurer. Prenons le premier cas de figure, donc le plus favorable, qui sera le vôtre. Eh bien, si vous avez suffisamment de feu ou d'air, si vous avez beaucoup de feu-terre, ça va être de toute façon un petit peu conflictuel à l'extérieur, mais si vous êtes un taureau relativement aéré, ce besoin de renouvellement, eh bien, vous aurez la capacité de le faire de vous-même, vous en aurez besoin, vous aurez cet appel plus facilement, disons, que dans d'autres configurations de taureau. Et donc, l'image qu'on peut donner, c'est l'image du conte de Vassilissa la Très Belle, qui est la version russe du conte bien connu de Cendrillon. Alors, dans Cendrillon, on a donc cette jeune fille qui est élevée par une belle-mère et des belles-sœurs cruelles, ce qui est une configuration qui pourrait tout à fait correspondre aussi au signe de la Vierge, dans le sens de un petit peu la boniche qui doit faire tout pour des personnes cruelles. Elle se retrouve donc en position de victime, dans des tâches ingrates, dans des tâches répétitives, ce qui est une idée qu'on retrouve donc dans ces deux signes de terre, un peu moins dans le Capricorne. Et ce qui est intéressant, eh bien, dans le conte russe de Vassilissa la Très Belle, donc cette beauté, c'est le côté vénusien, qu'on trouve aussi dans le côté bal, danse, grâce qu'il y a dans Cendrillon, donc cette dualité du taureau entre je sers de façon impersonnelle, de façon anonyme, de façon ingrate, et j'aspire à la beauté, j'aspire aux honneurs, j'aspire à la grandeur sociale. Voilà, on a dans ces deux contes cette question du service et de la beauté. Et donc, dans Vassilissa la Très Belle, eh bien, le feu de la maison familiale difficile s'est éteint. Le feu s'est éteint. C'est la nuit, et donc les deux méchantes sœurs de Vassilissa lui demandent d'aller chercher le feu dans la forêt qui est habitée par la terrible Baba Yaga. Alors, ce qui sauve les taureaux, et ce qui va sauver Vassilissa la Très Belle, eh bien, c'est cette capacité à rester connecté, non pas seulement aux instincts, mais aussi à son intuition profonde. Cet élément de la stabilité, de l'héritage, de la connexion à l'unité intuitive de la vie est représenté dans le conte de Vassilissa la Très Belle par une poupée qui lui est donnée par sa mère biologique, donc pas la méchante marâtre, mais la vraie, au moment de sa mort. Donc quand le féminin spirituel meurt, qui a cette chute, le taureau est un signe qui est en lien avec cette chute justement matérielle, et ce qui est intéressant, c'est ce fil conducteur qui permet que cette chute ne soit pas totale, et qui est représenté donc par la poupée donnée par la vraie maman de Vassilissa, et qui lui demande de la garder toujours avec elle. Le fait qu'il y ait cette poupée dans le conte de Vassilissa est ce qui permet à Vassilissa en fait de toujours triompher de l'adversité. Ses sœurs essaient de la réduire en esclavage, mais la poupée effectue les tâches ingrates à sa place, ce qui montre que si on reste connecté à son intuition, eh bien des tâches qui seraient pénibles sont réalisées relativement facilement. Et donc, dans une deuxième partie du conte, Vassilissa doit aller chercher ce feu dans la forêt. Et la poupée lui dit de ne pas s'inquiéter. Néanmoins, Vassilissa arrive au cœur de la forêt, et là, eh bien, il y a des cavaliers, un cavalier rouge, un cavalier blanc, un cavalier noir, qui sont évidemment des cavaliers de la transformation intérieure, des étapes alchimiques,
qui sont là autour de la maison de la Baba Yaga, une maison terrible, ornée de crânes, avec une barrière qui vous observe, hein, avec des bras qui se déplacent autour de la maison. Et sachant que là est le feu, eh bien Vassilissa écoute son courage et entre néanmoins. Elle rencontre la Baba Yaga, qui représente donc ce côté scorpion, à l'opposé du taureau, mais évidemment pour avoir sa plénitude, le taureau doit aller chercher à l'opposé de lui-même, et quand la Baba Yaga rencontre Vassilissa, elle lui donne une série de tâches impossibles. Elle lui demande, eh bien, en une nuit, de trier un très gros sac de blé, grain par grain, et de nettoyer parfaitement cette maison dégoûtante sans rien manger. On retrouve ce sans rien manger qui était aussi présent dans Hansel et Gretel. Mais la poupée a la solution, elle va s'occuper de tout, Vassilissa n'a qu'à se reposer. Et ça, c'est difficile pour les taureaux, comme on l'a vu dans l'introduction, quand ils sont à milieu de vie, ils ne savent plus se reposer, ils ne savent plus se poser. Ils travaillent trop, ils sont trop contrôlants, là où évidemment il faudrait savoir déléguer, il faudrait savoir écouter l'intuition sur qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Ce tri des grains, évidemment, parle de ça, de trier entre le bon grain et l'ivraie, trier entre ce qui va réellement servir notre partie divine, notre partie spirituelle, et puis ce qui finalement n'est que du décor accessoire, mais auquel le taureau pourrait un petit peu par nostalgie des fois s'accrocher. Et la suite du conte est tout aussi intéressante. Vassilissa, ayant réussi les épreuves de la Baba Yaga, se voit remettre un crâne contenant du feu au bout d'un bâton, donc on a le symbole du feu intérieur, du feu du scorpion, qui va donc compléter le côté solide, le côté puissant du taureau. Vassilissa peut donc retourner chez elle, et ce crâne, eh bien, rempli de feu, va brûler ses méchantes sœurs. Elle est donc libérée de sa malédiction, la malédiction de l'inertie. Parce que la malédiction du taureau, qui est aussi sa bénédiction en somme, eh bien, c'est d'être puissamment connecté aux énergies terrestres. Mais il est souvent lui-même dépassé, il est enterré vivant par ces énergies terrestres quand il n'arrive pas à les contrebalancer par la quantité suffisante de feu. Mais à partir du moment où il récupère ce feu, on verra dans les différentes parties de cette vidéo comment il procède pour récupérer le feu, eh bien, cette terrestrialité, cette animalité qu'il habite, qui est son charme, qui est son rôle, de nourrir les autres avec ça, eh bien, quand le feu le met dans une sorte d'équilibre juste, eh bien, les sœurs qui voulaient soumettre en esclavage Vassilissa n'ont plus de pouvoir sur elle, et elles sont même brûlées par ce feu. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire de Vassilissa la très belle continue, elle finit par épouser le tsar. Et ce qui est intéressant donc dans tout ce qu'on vient de voir là, c'est que la prairie du taureau, donc son environnement intérieur, va continuer à fleurir, va prospérer malgré le changement des saisons, et le taureau va donc également ajouter à son ingrédient de départ ce feu de l'intuition, ce feu de l'inspiration, qui va donc pouvoir éclairer son chemin partout où il ira. Je suis très vulnérable, mais je peux aussi être agressive, blessante, dominatrice et égoïste. Je suis émotionnellement imprévisible et dispersé, je veux tout contrôler. C'est Megan Fox, donc people assez connue aux États-Unis, qui a l'intérêt aussi d'être spirituelle. J'ai déjà parlé d'elle dans d'autres vidéos sur les taureaux. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ce taureau, donc Maison 12, nous montre en fait le côté sombre qui est présent dans tous les taureaux, comme je l'ai fait donc, dans ma vidéo sur la colère du taureau. La question c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, mais je complète, c'est d'où vient cette colère et comment le taureau peut aussi entrer dans un processus de réconciliation avec les personnes autour de lui. La colère du taureau vient notamment d'un besoin donc de contrôle.
Le taureau a besoin, en fait, pour se connecter à son âme, de voir cette âme à travers les processus physiques autour de lui. C'est assez difficile à comprendre pour des personnes qui sont de signes d'air ou de feu, ceci, puisque pour les personnes d'air, eh bien, ils se perçoivent à travers leurs pensées, les personnes feu se perçoivent plutôt à travers l'action ou les idéaux, les personnes eau ont quelque chose d'un petit peu plus terrestre, donc ça passe bien, les personnes terre comprennent tout à fait ce principe-là. Mais donc le taureau va être extrêmement attaché à son environnement physique, sensoriel, à ses activités physiques, sensorielles, familiales, et il a besoin que ça grandisse, comme on le disait un petit peu plus tôt dans cette vidéo, comme un arbre, au fil du temps, tranquillement, et si on commence à déplacer les choses et qu'elles ne sont plus à l'espace qu'elles occupaient précédemment, hein, que ce soit symboliquement, que ce soit matériellement, d'avoir déplacé des objets, d'avoir changé des routines, etc., eh bien le taureau va avoir l'impression qu'on le coupe de son âme. Hein. Ce sera la même impression que pour un Gémeaux, si on l'empêche de jouer, pour un Sagittaire si on l'empêche d'explorer, pour une Vierge si on l'empêche de travailler. Il y a une sorte d'asphyxie de l'âme où on devient aliéné à soi-même en fait. Hein. Donc le taureau le vit dans ces processus, or ces processus ils sont quelque chose de rigide. C'est compliqué, si vous voulez, d'empêcher un Gémeaux d'être libre ou d'empêcher un Sagittaire d'explorer. Faut vraiment y mettre un haut niveau de contrôle pour faire ça. Mais par contre, changer un petit peu les routines matérielles du taureau, on le fait sans même y penser. Vous voyez, vous remettez des choses à des places différentes, ou vous ajustez un petit peu 3 livres dans une armoire, ou des choses comme ça. Et le taureau, disons, fragile, hein, qui n'est pas forcément tous les taureaux, va avoir l'impression donc qu'on met une distance entre lui et son âme, et ensuite, eh bien, il va rentrer dans quelque chose d'assez intense. Deuxième étape, dans ce qui peut nuire aux relations du taureau, donc une fois que la personne, le partenaire, l'ami, peut-être la personne de la famille a enfreint certaines frontières, qui ne seraient pas des frontières pour beaucoup d'autres personnes, mais qui sont des frontières psychiques pour le taureau, eh bien le taureau voit rouge, et on y reviendra plusieurs fois dans cette vidéo car c'est un point important, eh bien il est le signe le plus connecté à l'énergie terrestre, hein, ce qu'on peut appeler l'éther de vie, cette énergie rouge qui vient du centre de la Terre et à laquelle on est connecté par le premier chakra. Et quand il a l'impression d'une menace existentielle, eh bien le taureau va ouvrir largement son premier chakra et capter un maximum de cette énergie qui va irriguer et monter comme ça, il va avoir comme des, je sais pas, des bouffées de chaleur ou un coup de sang. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut entrer dans un mode assez violent qui peut être assez destructeur pour ses relations. C'est avec la maturité que le taureau va savoir comment utiliser cette énergie terrestre à laquelle il est donc le plus relié. Il pourrait l'utiliser évidemment pour le travail, pour un projet, pour son travail spirituel aussi, pour sa famille. Mais quand il est jeune, en fait, et pour peu qu'il ait des signes de feu, enfin des planètes, un ascendant, une lune en feu, il peut tout à fait, dans ce cas-là, exploser, être débordé. Un ascendant scorpion, évidemment, ou une lune scorpion pourrait aussi contribuer à ces débordements. Et donc, après, se pose la question, une fois qu'il a été débordé, comment il peut reconstituer les relations qu'il aura eu éventuellement tendance à détruire par ses comportements agressifs. Et c'est là que le pardon est important. Le taureau va donc avoir l'impression que l'autre a été mauvais avec lui, et le processus du pardon est quelque chose vraiment d'essentiel, parce que le taureau ne peut pas rester, il n'a pas une très bonne capacité, à vrai dire, à rester dans cette tension. C'est-à-dire que sur le moment, ça ne le fatigue pas d'être dans le conflit, mais inversement, il aime vivre dans la sphère de son cœur, le taureau, et s'il y a une personne qui est un ennemi déclaré, il va finalement le vivre plus mal que la plupart des autres signes. Presque tous les taureaux spirituels et de plus de 40 ans avec qui j'ai échangé m'ont parlé spontanément, d'ailleurs, beaucoup de fois, du pardon comme étant vraiment leur arme spirituelle majeure. Je ne suis pas venu moi-même à cette conclusion, mais c'est le fait que plusieurs fois, des taureaux me parlent de ça comme vraiment ce qui les aidait beaucoup dans la vie, qui m'a fait dire que c'était quelque chose d'important pour les taureaux, et donc que je veux vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Le pardon du taureau, sans exagération, a quelque chose d'une Eucharistie catholique.
dans le sens où il y a une réunification par la chair. On prend dans l'Eucharistie catholique, l'hostie est imprégnée d'énergie spirituelle du Christ, et vous reprenez le Christ dans votre chair. Ce qui, pour beaucoup de gens, ne fait aucun sens. Mais quand on y réfléchit, il y a quelque chose de taureau là-dedans, de dire, s'il y a l'unité de la chair, il y a l'unité de l'âme. Et quelque part, le pardon du taureau, il va exactement dans cette direction où le taureau a un émerveillement, si vous voulez, il a l'émerveillement d'un enfant de 3 ans devant la beauté de la nature, des vagues, du vent dans les branches, des animaux. Et c'est au nom de l'unité de cette vie qu'il retourne un petit peu, comme dans Star Wars, ces personnages qui retournent dans l'unité de la force. Il a ce besoin d'y retourner. Et on peut pas aller vers cette unité tant qu'il y a quelque chose qu'on met absolument à l'écart par rancœur. Donc il a ce besoin en fait organique de vivre cette unité. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il va réaliser le pardon. Donc je vous lis cette phrase qu'une amie taureau m'a eu la générosité de partager. L'amour et l'adoration du corps, de la chair, du bien-être m'ont aidé à pardonner, à choisir mes combats et à ne pas m'attacher à des choses qui m'intoxiqueraient et me feraient alors perdre ce paradis. Je trouve ce partage exceptionnel parce qu'il formule certainement ce que beaucoup de taureaux ont la capacité de vivre s'ils y prêtent attention. Le pardon du taureau est donc vraiment une expérience dans leur corps. Alors, bien sûr que si c'est des taureaux qui ont un élément air, ils vont pouvoir se mettre empathiquement à la place de l'autre et se dire, à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire que l'air, le signe d'air, va ici intellectualiser un peu cette impression plus kinesthésique, plus dans l'action, de se dire, ah oui, tiens, si j'étais dans le corps de l'autre, finalement, j'aurais fait pareil. Le taureau ne va pas penser comme ça, mais par contre, effectivement, tous les taureaux ont cette capacité de ressentir, tiens, si j'étais dans cette chair-là, je ferais pareil. Et je termine cette partie sur le secret du pardon par une citation de Philippe de Lyon, qui est donc un maître spirituel français. Il y a encore des personnes qui sont affiliées, ou en tout cas qui le reconnaissent comme une grande source d'inspiration pour eux, qui était donc une personne taureau, avec, on le voit, très sympathique, très chaleureux, qui guérissait d'ailleurs physiquement les gens. Et il nous dit ceci sur le pardon. « Pardonner à qui nous nuit, c'est semer en lui le germe qui, un jour, produira le remords et le retour au bien. » Par rapport au pardon, ce que me disait la principale personne qui a contribué au contenu de cette vidéo, c'est que dans son cas, il n'avait pas eu le choix, parce qu'il était qu'une personne qui le contraignait à s'excuser quand elle estimait qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas correctes, et bien que ça n'ait pas été en fait sa nature première, le taureau généralement, plus lui est ascendant bélier, donc sa nature première c'était plutôt de combattre, jusqu'à avoir raison, de se battre pour avoir raison, de rester sur ses positions. Et le fait de ne pas avoir eu le choix dans son couple l'a amené à se rendre compte de l'intérêt que ça avait, en fait. Donc ça peut être la même chose pour vous, où dans un premier temps, vous faites ça d'une façon un petit peu mécanique, sans trop y croire, sans trop savoir ce qui va se passer, comment, et puis dans un deuxième temps, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'améliore, que l'autre voit que vous faites un effort. C'est l'une des quatre choses qu'on dit dans le Ho'oponopono. Je t'aime, merci, pardon. On dit ces choses-là dans le Ho'oponopono et c'est pas du tout anodin en fait ces mots-là. Dans les comédies romantiques, il y a ce je t'aime qui est censé contenir toute l'essence du monde et qui souvent est finalement décevant parce que c'est une promesse vide ou même c'est une demande de notre enfant intérieur d'être aimé plutôt qu'un réel don d'amour. Mais on oublie donc que le pardon, s'excuser, être désolé, a finalement tout autant de valeur en termes de parole. Troisième secret qui m'a été partagé par les taureaux avec lesquels j'ai préparé cette vidéo, et je fais une sorte de synthèse à travers ce texte de ce qu'ils m'ont dit, donc c'est ce secret de comment trouver la liberté par rapport à la famille.
Il y a en moi un attachement viscéral à la famille, à la chaleur d'un foyer peuplé de visages connus, aux voix qui m'ont entouré dès l'enfance. Ce lien n'est pas rationnel, il dépasse le confort, il dépasse même l'amour. C'est une nécessité presque organique. Je peux avoir l'impression d'étouffer dans la routine du quotidien avec mes enfants. Mais dès qu'ils ne sont plus là, une sensation étrange m'envahit, comme si une part de moi flottait dans le vide. Une absence presque contre nature, comme si la structure de mon être avait besoin de cette présence pour se sentir complète. Et pourtant, il y a aussi l'appel de la liberté, la mienne. Cette autre part de moi, souvent silencieuse mais tenace, qui a besoin d'espace, de création, de solitude inspirée. Elle veut respirer ailleurs, plus loin que les murs familiers. Elle aspire à ce que je devienne pleinement moi, sans devoir tout porter, tout contenir, tout protéger. Deuxième synthèse, à mon avis intéressante par rapport à ce troisième secret qui est comment gérer l'attachement à la famille, eh bien, ce secret, je vous le lis. Il m'est arrivé de me rendre esclave de mes engagements, au point de me nier. Je reste par loyauté. J'insiste par fidélité. Je me bats pour que ça marche, parce que je l'ai promis, parce que je l'ai dit. Parfois, cela mène à de grandes victoires. Ma ténacité est réelle, presque héroïque. Mais parfois, cela m'a coûté des années de vie, des années d'oubli de moi. Aujourd'hui, j'apprends la nuance, garder l'essentiel, mais ne pas tout garder. C'est vraiment un thème majeur et hyper récurrent chez les taureaux, cette fidélité à un certain schéma, un schéma personnel, un schéma relationnel, un schéma familial, un schéma traditionnel. Il y a cette adhérence à certaines choses, une loyauté à des choses qui auraient été dites ou choisies à un moment de la vie, qui fait qu'un taureau, de façon très courante, peut rester des années dans une relation qui ne fait plus sens, en fait, pour son âme, pour son esprit. Pour illustrer ce besoin de flexibilité par rapport à la famille et par rapport aux engagements, voyons des exemples, des anecdotes de ce qui arrive aux taureaux dans les relations amoureuses quand elles se terminent. Je parle donc de relations ici qui, pour le taureau, ont une connotation familiale. Il y a la moitié des taureaux qui n'a aucun problème à avoir de multiples partenaires sexuels. Éventuellement, il y a quelque chose d'amoureux qui se ressent dans cette idée du taureau que tout est un, que la vie est un, qu'on est une sorte de ruche composée d'abeilles et que donc on peut tous s'aimer. La moitié des taureaux n'est pas comme ça, mais la moitié des taureaux est tout à fait comme ça, et passe comme ça, peut passer en tout cas dans certaines phases de vie d'un partenaire à l'autre, sans aucun problème. Après une partie choisie de rentrer dans une relation monogame, et là encore la moitié sont fidèles, et peut-être la moitié ne le sont pas, je ne sais pas exactement les statistiques, mais en tout cas, le taureau par nature est quelqu'un qui a un fonctionnement assez collectif. Mais par ailleurs, comme on l'a déjà vu, il a besoin de sa prairie, c'est-à-dire de sa stabilité, de sa Madeleine de Proust, de ses doudous, de son impression que son âme est bercée, un petit peu comme par la marée montante et descendante, de ces flux, de ces répétitions de la vie. Et à partir du moment où une personne rentre en fait dans la composition de sa prairie, où en fait comme un arbre qui lui donnerait de l'ombre, comme une barrière qui le protégerait, comme un fermier qui renouvellerait le fourrage, eh bien, dans ce cas-là, la personne change de catégorie. Elle rentre dans la catégorie de la stabilité et elle acquiert quelque chose de sacré. Et ce, un petit peu indépendamment, disons, de la qualité des échanges qu'il peut y avoir avec cette personne. Et là, c'est là que ça devient vraiment impressionnant, c'est-à-dire que même un taureau qui est avec une personne toxique, même un taureau qui est dans une relation qui fonctionne un jour sur 10, eh bien, à partir du moment où, pour des raisons sexuelles, financières, esthétiques, familiales, il a l'impression que cette personne fait partie de sa prairie, il n'arrivera pas, même si manifestement la relation est dans un cul-de-sac, à retirer la personne de la relation ou à admettre que la personne s'est retirée de la relation. Donc c'est clair qu'on a tous, notamment quand c'est pas nous qui l'avons décidé, cette tendance à insister pour qu'une relation continue. Alors, on a tous besoin, enfin quasiment tous besoin de recevoir 2, 3, 5 fois
un non pour se dire, bon bah oui, vraiment c'est fini, quoi. L'autre a vraiment pris une décision définitive, et ça nous coûte, et c'est blessant, et c'est difficile. Mais pour le taureau, le processus, je dirais, semble 2 à 3 fois plus long qu'il l'est pour la moyenne des personnes. Le taureau va vraiment assister de façon délirante, hein. Ça peut aller jusqu'à des femmes qui prétendent être enceintes pour garder quelqu'un, ou des hommes qui vont aller sonner un nombre incalculable de fois chez quelqu'un, ou changer de téléphone pour pouvoir rappeler la personne. Enfin, on est vraiment dans ce niveau de scénario. Et c'est pas des histoires isolées, en fait, c'est des histoires standards, hein, du taureau, où à chaque fois qu'il y a un taureau qui a vraiment identifié quelqu'un comme faisant partie de sa prairie, eh bien, il rentre dans ce processus jusqu'au boutiste. Et donc, ici, eh bien, je donne ça comme une anecdote parce que tout le monde enfin, tous ceux qui connaissent des taureaux sont au courant de ce genre de situation. Mais évidemment, ça va s'appliquer aussi dans un changement de logement, un changement d'orientation, un changement d'orientation professionnelle, un changement d'organisation de la vie, un changement de qu'est-ce qu'on donne au monde. À chaque fois qu'il y a un changement, il y a quelque chose de vraiment très difficile pour le taureau. Et nous passons au 4e secret de taureau, qui est un secret, on peut dire, énergétique, et c'est le secret que le taureau a besoin de sentir que son cœur est rempli de la joie d'être utile. Le taureau, donc, il a d'abord besoin, on peut dire, symboliquement, énergétiquement, de sentir que son utérus est rempli, c'est-à-dire qu'il a généré, qu'il a engendré quelque chose à l'extérieur de lui. Extérieurement, il a besoin de sentir qu'il a créé, il a besoin de sentir qu'il a touché, il a besoin de toucher l'univers matériel, familial, qu'il a créé autour de lui. Et dans sa pyramide des besoins, ce besoin utérin, taurin d'ailleurs, est en premier, hein, en général. Donc cette création, des fois, elle peut être professionnelle, hein, pour des taureaux qui n'ont pas trouvé le partenaire de vie auquel ils auraient aspiré. Dans ce cas-là, ils vont se dédier professionnellement ou associativement ou spirituellement à quelque chose. Et une fois que ce quelque chose qui est généré à l'extérieur, eh bien, le taureau va ressentir cette fois-ci un vide. Si il n'a pas agi dans cette direction, eh bien, plutôt dans la sphère du 4e chakra. Le taureau est un signe féminin qui travaille donc un peu plus avec les chakras féminins. Et une fois donc que le ventre est rempli de cette création extérieure, eh bien, il va ressentir qu'il doit faire quelque chose d'utile pour le monde. Alors ça peut lui prendre très longtemps, hein. Si on prend l'exemple de George Clooney, c'est le bachelor, c'est-à-dire le célibataire, beau gosse, très mode, très Hollywood, très réussite extérieure, pendant très très longtemps, hein, puisqu'il reste sur des histoires amoureuses relativement courtes, à faire tout ce qui peut lui rapporter un maximum de prestige, d'argent et de gloire, jusqu'à ses 50 ans. Et puis, à ses 50 ans, il rencontre celle qui s'appelle aujourd'hui Amal Clooney, donc qui va devenir sa femme, et qui lui apporte, comme on le verra dans la partie suivante, eh bien, qui lui apporte ce qui manque au taureau vraiment typique, hein, qui est l'air ou le feu. En l'occurrence, Amal est une Verseau qui va donc lui apporter, enfin Verseau avec la lune en Sagittaire, donc elle va lui apporter les deux, elle va lui apporter l'air et le feu. Et Amal Clooney est une personne qui milite pour des causes, disons, de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Elle a été avocate de Julian Assange. Elle s'est positionnée, disons, pour la liberté d'expression un certain nombre de fois. Elle a invité à ce qu'on condamne le président israélien, disons, lors des massacres faits en Palestine. Donc c'est pas une personne hyper subversive, hein. Elle a été à l'ONU, elle travaille avec l'ONU. Voilà, c'est pas un Che Guevara, mais c'est quelqu'un quand même qui se positionne plutôt du côté de plus d'égalité, plus de liberté d'expression, plus de droits de l'homme. Voilà, donc on peut dire d'une façon un peu façon salon, hein, c'est-à-dire elle va être avec les puissants, être avec l'ONU, mais globalement faire avancer les choses
vers plus de conscience. Et c'est ça qui va venir dans la vie de George Clooney vers ses 50 ans, où justement il y avait ce vide abyssal de sa vie purement extérieure, et là tout à coup il est avec une personne qui, c'est pas une sainte, mais c'est, on pourrait dire, une juste, du point de vue d'une classification ésotérique, une personne qui aspire à la justice, qui aspire à redresser un certain nombre de trucs sociaux, et ils créent ensemble donc la fondation Clooney, qui est justement pour ces sujets-là. Quand le taureau trouve cette maturité, il passe de l'archétype du nourricier matériel à l'archétype du nourricier spirituel. Donc il reste dans ce côté utérin et féminin et lunaire, de donner à l'autre, d'apporter la structure matérielle à l'autre, enfin la structure charnelle, on pourrait dire, à l'autre, mais il va transposer ça sur un plan spirituel, et dans ce cas-là, on peut dire qu'il correspond à l'archétype de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire cet ami de Frodon qui va être celui qui littéralement porte sur ses épaules le héros, celui qui avance infatigablement, celui qui va se relever quand il n'y a plus de force, celui qui va continuer. Il y a ce rôle, cette fois-ci, de soutien spirituel, on l'a vu donc dans La femme de George Clooney. Pour ce qui est de ce moment de passage du ventre au thorax, on pourrait dire, chez le taureau, c'est-à-dire ce moment de matériel, d'accumulation de puissance, à ce moment plus de reliance émotionnelle. On avait parlé déjà, effectivement, aussi de George Lucas, qui était passé de vouloir être pilote de course à inspirateur d'un monde plus fraternel présenté à travers le combat. On reste avec un taureau maison 1 chez George Lucas. Le combat pour un monde fraternel, donc qu'il présente comme idéal aux autres. Quand le taureau, pour des questions d'insécurité, principalement pour des questions de manque d'estime de soi, n'arrive pas à faire monter son énergie depuis le ventre, donc notamment l'utérus, jusqu'au cœur, eh bien, ça pose des problèmes assez sérieux. Il y a une énergie assez électrique qui va s'accumuler dans son ventre, il y a une forme de frustration croissante qui va s'accumuler. On peut dire en gros que, évidemment il n'y a pas de règle absolue, mais il y a quand même des tendances, que jusqu'à 30, environ 30 ans, c'est normal pour le taureau de créer son univers extérieur. Il est dans son nœud sud, on récupère le passé, on construit avec les nouvelles cartes qu'on a en main, voilà, il y a une nouvelle configuration qu'on s'approprie, on pourrait dire jusqu'au premier retour de Saturne, c'est normal que le taureau vive son paradis taurin et soit là-dedans à fond. Passé le premier retour de Saturne, donc 29 ans et demi en moyenne, eh bien le taureau doit faire monter cette énergie. Normalement, il a déjà posé les bases d'une certaine famille, et même s'il y a encore du travail de ce côté-là, il doit petit à petit faire la bascule, justement, pour aller vers cet amour universel. Sinon, ce vide qu'il va ressentir dans sa poitrine, eh bien, va le hanter, un petit peu à la façon d'un Hitler qui était toujours dans quelque chose de ma patrie, mon pays. Il y a quelque chose qui devient un petit peu délirant quand le taureau n'arrive pas à élargir sa prairie, passer de la prairie à la ruche, on pourrait dire. Quand le taureau n'arrive pas à faire ça, il devient trop obsessif sur les détails du quotidien, sur les détails professionnels, sur les détails familiaux. Il devient vraiment hanté par cette énergie stagnante en lui. Et donc il doit vraiment faire ce passage vers le chakra du cœur et devenir ce héros quelque part un petit peu impersonnel, mais ça ne le dérange pas, le taureau, en fait, d'être le porteur, d'être l'aidant, d'être comme ça l'infirmière, d'être la personne qui va aider les autres à avoir les ingrédients dont ils ont besoin, mais d'une façon comme si leur propre personnalité n'avait qu'une importance secondaire. Par exemple, chez Philippe de Lyon, on a ça, où vraiment il guérissait par sa présence, il guérissait par son regard, il guérissait par son attention à l'autre, il guérissait aussi par ses mains, mais quelque part, il était juste là de façon très humble et un petit peu anonyme pour transmettre ce dont les gens avaient besoin dans l'instant. Cinquième secret de taureau, c'est que le taureau est un être collectif beaucoup plus qu'individuel.
La société moderne considère en premier lieu l'individu, les droits du citoyen, les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. Je pense que, moi... Hein. Or, le taureau, par nature, ne s'inscrit pas vraiment dans ce côté individualiste de la vie, mais bien plutôt, le taureau est épanoui quand il est comme un arbre planté dans une forêt et que c'est l'intelligence collective de cette forêt qui nourrit son intelligence. Un taureau isolé est un taureau psychiquement malade. Alors, il donne l'illusion, bien sûr, le taureau, parce qu'il est puissant, il est capable de travailler dur, il est capable de subvenir à lui-même, il est capable de se protéger. Donc dans beaucoup de domaines, un petit peu comme le bélier, un petit peu comme le capricorne, il a une tendance, disons, à pouvoir s'isoler, à créer un monde qui est le sien, à avoir l'énergie de la terre qui lui arrive comme ça tout seul. Et il peut non seulement donner cette impression, mais il peut lui-même se donner cette impression qu'il est seul et ça lui va bien. Alors, le scénario de ceci, qui comme je vous dis n'est pas un scénario souhaitable dans la durée, est que le taureau est le gardien de la prairie. Il est le gardien du territoire sacré, du cercle sacré, et à ce titre-là, il a la capacité, comme on l'a dit au début de cette vidéo, d'ouvrir son premier chakra, de se créer une armure, et dans cette armure d'affronter les dangers. Il devient un peu la maman ours, et il devient capable d'affronter absolument tout ce qu'il y a en face. Donc c'est quelque chose de merveilleux quand c'est fait pour une cause juste, et quand c'est limité dans le temps. Or, ce qui se passe, c'est que quand le taureau arrive au 3e degré de sa blessure de trahison, dans Process Communication, le 3e degré, c'est le degré vraiment du drame critique dans lequel il y a une dissociation de l'ego, et enfin une dissociation de l'âme. Et ici, c'est ce qui se passe pour le taureau quand il devient absolument, à l'exclusion de toute autre identité, le gardien de sa propre prairie. Donc son corps émotionnel devient en fait une armure extrêmement puissante, extrêmement efficace, mais à l'intérieur de laquelle il s'est lui-même enfermé et dans laquelle il s'ennuie profondément, et dans laquelle, par ailleurs, eh bien, il est coupé du cosmos, car le taureau se connecte au cosmos par ses relations. Il y a un côté intuitif, voilà, il peut être un petit peu médium, il peut être connecté à plein de choses, mais c'est par la nature et par les relations profondément que le taureau peut réaliser tout cela. C'est donc un scénario de blessure de trahison aggravée qui n'arrive pas dans le cas général avant 35 ans, puisque jusqu'à 35 ans, il y a justement au contraire cet élan fraternel, cet élan amical qui est extrêmement fort, et il faut une succession d'impressions de trahison pour que le taureau arrive à se verrouiller donc, dans ce mode guerrier. Et donc il y a un travail thérapeutique qui aurait dû être fait au fur et à mesure, qui n'a pas été fait. Il y a eu des déceptions qui ont été trop grandes, et le taureau est donc en péril. Alors la question qui se pose, c'est comment sortir de ça ? Déjà, évidemment, c'est d'en prendre conscience. Deuxièmement, eh bien, c'est bien si le taureau peut aller vers quelque chose de thérapeutique, d'aller voir ce qui se passe pour lui. Alors la thérapie pour le taureau, elle est typiquement une thérapie de groupe, parce que seul, il déteste en fait être seul, et ça n'a pas vraiment de sens, ou même il n'a pas vraiment la capacité de se faire sa propre thérapie tout seul. Et en individuel, s'il a du feu ou de l'air, il peut, mais si c'est un taureau vraiment typique, le groupe va être plus indiqué. Une fois que sa blessure de trahison est revenue à un niveau gérable, eh bien, il peut recréer ce réseau social, ce maillage de racines, cette forêt autour de lui, parce que, évidemment, le taureau qui s'est isolé du monde, c'est un taureau qui, souvent, s'est coupé aussi de la société, des villes, et il doit aussi se rapprocher de personnes qu'il connaît bien. Un taureau a besoin d'un voisin qui soit un ami qu'il peut aller voir à tout moment de la journée. C'est pas possible un taureau qui vit loin des personnes, loin de toutes les personnes auxquelles il peut réellement se connecter. Donc,
Si vous êtes dans ce cas et que vous arrivez à passer au travers de votre blessure de trahison, il faut ensuite voir où est-ce que ça fait sens d'aller habiter, où est-ce qu'il y aurait au moins une personne qui est un ami fiable et avec lequel vous pourriez être régulièrement. La complémentarité par l'autre chez le taureau vient du côté vénusien, hein. Vénus c'est l'amour, donc la vie fait sens avec l'autre, mais elle s'explique aussi par le fait que le taureau est le signe le plus fixe du zodiaque, puisqu'il est non seulement un signe de terre, mais terre fixe, donc on est vraiment sur quelque chose d'absolument granitique, et qui va pouvoir être complété seulement par des personnes suffisamment différentes. Les autres signes se laissent plus facilement inspirer, même sans être en relation. Ils se laissent porter un petit peu par différents courants, donc ils ont un petit peu de tous les éléments dans leur vie au quotidien, par ces échanges même assez informels. Le taureau a besoin vraiment qu'on l'accompagne, en fait, et qu'il doive s'adapter à l'autre qui ne bougera pas parce qu'il est dans sa vie, pour vivre cette évolution. On va voir donc ce qui se passe pour les 4 éléments, comment les 4 éléments complètent le taureau. Et on va commencer par l'air, à la fois parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure de George Clooney et de comment sa femme, justement, qui était Verseau, le complétait. On donne un deuxième exemple. Eh bien, le deuxième exemple, c'est Marcia Tabon, qui est donc la femme de George Lucas pendant un temps, et qui est donc la personne grâce à laquelle George Lucas va réussir à compléter la structure organique qu'il a donnée à son univers de Star Wars par une dimension plus aérienne, plus philosophique, plus méditative. Les premiers épisodes qui sont sortis autour de 1980, appelés à épisodes 4, 5, 6, sont ceux qui ont bénéficié en fait de ce partenariat avec sa femme, qui est une personne, qui est plus sa femme, mais qui est une personne avec un gros stellium balance. Et là, donc, l'univers Star Wars et de la vie de la plupart des personnes a atteint son sommet. C'est-à-dire que beaucoup de fans aiment bien les 3 films suivants, donc réalisés justement par lui, qui sont arrivés beaucoup plus tard, 15 ans après. Mais de la vie quasi générale, ils ne sont quand même pas tout à fait au même niveau, puisque la dimension philosophique est sous-jacente, mais elle est moins intellectuellement compréhensible. Il faut soi-même rentrer dans ses tripes pour la ressentir dans les épisodes dits 1, 2, 3, qui sont, à mon sens, qui restent des films de grande qualité, mais on sent, disons, la vibration dramatique. On est plus sur quelque chose de digestif, quoi. Deuxièmement, les signes d'eau, et bien justement, les signes d'eau vont forcer le taureau à sortir un petit peu de sa citadelle, de sortir de son rocher granitique, pour aller explorer sa sensibilité, pour sortir de ses habitudes, pour rencontrer l'autre, pas seulement sur de l'amical un petit peu anecdotique ou sensoriel, mais pour aller rencontrer l'autre dans sa subjectivité. La subjectivité, c'est un petit peu de façon surprenante, quelque chose qui n'est pas si accessible que ça. C'est-à-dire que bien que la lune soit exaltée dans le taureau, elle est exaltée, mais elle est exaltée comme si elle était possédée en fait par notamment son premier chakra. C'est-à-dire qu'il va vraiment aller creuser dans la terre pour rendre la terre magique par son premier chakra, mais paradoxalement, il va rentrer un petit peu à contre-cœur dans son émotionnalité. Parce que l'émotionnalité étant changeante, ça le trouble dans la paix intérieure qu'il recherche, et ça le trouble dans sa stabilité. Donc il préfère aller manifester cette magie à l'extérieur de façon visible et relativement contrôlable, et c'est par les signes d'eau qu'il va réellement rentrer dans la plénitude de son féminin. Et puis le taureau et les signes de feu, alors là c'est vraiment tout un poème, alors notamment les taureaux qui ont des signes de feu, là on rentre dans l'archétype du général en chef, puisque le taureau, il y a le côté sergent de « je sais comment il faut faire, je vous accompagne, je ne tolérerai aucune infraction au règlement ». Et puis par le feu, il y a le côté enthousiaste de « allez on y va, on fait ci, on fait ça ». Et donc les deux combinés, alors c'est des personnes vraiment très hautes en couleur, Napoléon Bonaparte par exemple.
Donc voilà, terre plus feu, là on a quelque chose, c'est très impressionnant. Et inversement, évidemment, le taureau qui n'aurait que la terre mais pas le feu, il va avoir tendance à boucler, à rester dans les mêmes choses. Et donc, le taureau, souvent, eh bien, va aller voir les signes de feu pour avoir son complémentaire, notamment le Sagittaire. Hein. Il y a une sorte de combinaison à la fois terriblement difficile et à la fois terriblement, et à la fois merveilleusement nourrissante, on pourrait dire, entre le taureau et le Sagittaire, où le Sagittaire va vraiment ouvrir l'horizon intellectuel, spirituel du taureau, le forcer à se donner un nouvel objectif, à être agile par rapport à sacrifier par rapport à un objectif qui serait à atteindre. Taureau et Sagittaire, alors il existe quelques couples comme ça qui fonctionnent dans le monde, évidemment, hein, tout arrive, et si c'est un Sagittaire un petit peu terrestre, un Taureau un petit peu air ou feu, ça peut des fois fonctionner et même donner des bonnes choses. Mais globalement, on est vraiment sur un très haut niveau de défi, et il faut dire que autant le Taureau est le plus fixe, autant le Sagittaire est le plus feu, hein, enfin le feu le plus déstabilisant pour le Taureau, puisque c'est un feu mutable. Donc pour le Taureau, c'est totalement incompréhensible. Hein. Et inversement, pour le Sagittaire, le Taureau est c'est vraiment un mouton à trois pattes. On ne comprend pas, mais pourquoi s'enfermer autant en fait, hein. Et le Taureau ne comprend pas l'agitation et une forme de détachement aussi, hein, qu'on a chez les signes d'air, mais qu'on a aussi par le côté mutable chez le Sagittaire, sont vraiment mystérieux, et inversement, ça peut des fois générer une attraction, puisqu'évidemment, l'autre a les qualités qu'on a, hein, comme dit Jung, notre Dieu est composé des choses que nous ne sommes pas. Et le sixième et dernier secret de Taureau de cette vidéo, eh bien, c'est que le corps est l'oracle naturel du Taureau. Les signes de terre, les trois signes de terre, sont naturellement connectés à leur corps, c'est-à-dire que pour chaque élément, eh bien, l'âme a tendance à habiter un corps spécifique. Donc pour le feu, eh bien, l'âme habite dans le moi des personnes. Pour l'air, l'âme habite dans le corps mental. Pour l'eau, l'âme habite dans le corps éthérique et dans le corps émotionnel. Et puis pour la terre, eh bien, l'âme habite plus dans le corps physique. C'est-à-dire que c'est très difficile, en fait, si vous êtes typé d'un élément, d'imaginer l'expérience des autres. Pour la science, on est tous des paquets d'atomes, tous équivalents, mais dans la réalité spirituelle des choses, eh bien, une personne très feu va être dans sa volonté et ressentir très peu son corps. J'ai souvenir d'un élève qui était très, très intense, même un groupe d'élèves qui était très intense, et il tombait, il se faisait mal, il se relevait. Hein. Et puis d'autres élèves, il y a une petite égratignure, une écorchure, ils vont pleurer pendant 20 minutes, hein, dans les élèves de primaire. Donc voilà, on ne vit pas du tout tous la même expérience terrestre. Hein. Et une personne qui est très air est beaucoup dans son mental, va ressentir relativement peu son corps physique, sa volonté, ses sentiments, etc. Donc le Taureau est naturellement très relié à son corps. Mon chemin a été d'apprendre à écouter mon corps, ma nature. Mes sens physiques sont si vifs, si réceptifs, que je suis capable de ressentir tout le plaisir, mais aussi toute la douleur. C'est à la fois merveilleux et lourd. Lourd car je somatise tout de façon aiguë et presque instantanée, ce qui me sert de guide pour évoluer, mais alourdit parfois mon corps. Et merveilleux parce que j'ai connu des sensations d'une subtilité rare et aussi d'une intensité spectaculaire. Dans les personnes taureaux qui m'ont aidé à faire cette vidéo, eh bien plusieurs m'ont parlé du fait que leur corps était vraiment un outil puissant de transformation. Dans le sens de la somatisation de ce qui leur arrivait.
Donc j'imagine que c'est assez facile parce que la sensation étant démultipliée, il y a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe, et beaucoup plus inévitable. Maintenant, le corps physique, dans la société moderne, il y a quelque chose de profondément ambivalent dans notre relation au corps qu'on pourrait illustrer par l'histoire du Minotaure. À partir des Grecs, en fait, il y a quand même deux chemins qui se séparent. Et il y a le chemin donc de la spiritualité, on pourrait dire matriarcale, liée au corps, liée au physique, liée au terrestre, qui, de façon générale dans l'humanité, va déclinant à partir des Grecs. Et puis, on a une société patriarcale, plus intellectuelle, plus rationnelle, plus organisée, qui va naissant avec la civilisation grecque, puis la civilisation romaine, et en parallèle, les monothéismes qui se développent. Donc aujourd'hui, les monothéismes sont les bases culturelles de la majorité en fait des pays de la Terre, mis à part l'Asie principalement. Mais une grande partie de la Terre vit dans ces monothéismes et dans donc ce minotaure en fait, c'est-à-dire les instincts. L'appel des profondeurs humaines de l'âme, qui animait les sociétés pré-grecques, a été enfermé dans le labyrinthe, et non seulement a été enfermé, mais a été en fait tué par Thésée. C'est-à-dire qu'il y a Thésée, qui est un Athénien, qui est donc cette émanation d'Athéna, quelque part, qui est cette déesse armée et cette déesse intellectuelle, qui s'est emparé donc d'une grande partie de la Terre aujourd'hui. Et le Minotaure, c'est-à-dire la partie humaine qui est dans les instincts, elle est perdue en fait dans le mental que représente le labyrinthe. Le labyrinthe, ce sont les circonvolutions de notre mental. Et donc c'est très compliqué en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire on est facilement dans notre mental, à tel point qu'on peut devenir ce désert absolu d'âme qui est de n'être plus que notre mental. C'est le constat de Jung au début de sa carrière, de se dire j'étais devenu mon mental. Je croyais être très cultivé, mais finalement j'étais devenu mes pensées. Et pour le taureau, alors pour un signe d'air, à la limite, c'est dans l'ordre des choses. Un signe d'air qui est mental, c'est son rôle. Mais pour le taureau, s'il se laisse embarquer dans cette tendance sociale, qui n'est pas absolument mauvaise, mais qui en tout cas ne lui correspond pas, eh bien il va vivre ce minotaure enfermé dans le labyrinthe, mis à mort et coupé de son essence réelle. Par rapport à ce secret d'utiliser le corps comme oracle, c'est-à-dire les messages de notre corps, eh bien je vous propose cette méditation sur le conte de Grimm célèbre, qui s'appelle Le Roi Grenouille. Et donc on a une princesse qui part jouer dans la forêt et qui laisse tomber sa balle dans un puits. Elle joue avec une balle en or qui évidemment symbolise la totalité du soi. Et il y a ce côté enfantin, printanier du jeu qui est présent. La balle étant tombée dans un puits qui représente l'inconscient, en fait. On est vraiment ici dans un scénario taureau, dans le sens où, dans une première partie de vie, le taureau est dans cette insouciance, et arrive un moment, en fait, où cette insouciance se perd dans les brumes de la complexité de l'âme, dans les brumes de la complexité du monde. Donc la balle est tombée au fond du puits, et là se trouve une grenouille qui propose de remonter la balle à la condition suivante, c'est que cette grenouille se rendra au palais, et quand ce sera le cas, la princesse devra l'épouser. Quelques jours plus tard, la grenouille arrive au palais. Tout le monde trouve intriguant cette grenouille qui est là, mais finalement le roi tranche et dit que puisque cela a été promis, cela doit être fait, et la princesse devra manger avec la grenouille
dormir avec la grenouille et épouser la grenouille. La princesse est désespérée, elle n'a pas envie, mais pourtant elle doit manger, malgré son dégoût avec la grenouille, partager son assiette avec la grenouille. Ensuite, les deux montent dans la chambre, elle doit dormir avec la grenouille, et là la princesse, énervée, lance la grenouille contre le mur, qui se transforme, la grenouille se transforme à ce moment-là en un beau prince. Donc ce conte est une belle méditation de la relation que nous pouvons avoir avec le corps, de comment nous en avons besoin, donc particulièrement les signes de terre, et dans les signes de terre, particulièrement le taureau, pour mener à bien notre transformation, nous mener à bien notre chemin, et comment, malgré tout, cette relation au corps, elle suit des étapes distinctes, hein, puisque finalement, ce corps se transforme, ce corps n'est plus cette chose, le corps de désir notamment, hein, qui dans un premier temps est effectivement cette chose assez informe, assez visqueuse, assez sombre, assez diabolique même, on pourrait dire, hein. Il y a quelque chose de très égoïste en fait dans le fonctionnement biologique. Et bien finalement, par un effort de volonté, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une partie du chemin qu'on fait avec des désirs bruts comme ça qui nous mènent en avant, un désir de réussir, la peur de manquer aussi, enfin, il y a toutes sortes de moteurs biologiques comme ça qui nous aident. Mais dans un deuxième temps, il y a cet effort de volonté conscient, hein, qui est représenté par le fait que la princesse empoigne la grenouille et la lance contre le mur, où il y a la capacité de rédempter en fait ses instincts et de les utiliser, d'en faire quelque chose de beau et quelque chose de noble. Et voilà, c'était ce 6e secret des taureaux qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez dans les commentaires vos propres secrets de taureau, ou pour vivre avec un taureau, ou pour rendre heureux un taureau. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.